Il n'y a pas encore de procès, parce qu'il faut d'abord corriger. Il n'y a pas de procès, il y a des auditions qui sont tenues par le procureur général après la Cour de cassation. C'est une enquête, en réalité, qui est en cours. C'est de demander tout simplement à ce que le parquet général, après la Cour de cassation, prenne toutes les dispositions qui s'imposent pour assurer au député Jean-Marc Kabound donc, ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il faut commencer par là. Mais si nous nous rendons compte, après avoir fait cette sortie médiatique, parce que, comme je l'ai mentionné, nous y sommes parvenus parce que nous avons constaté que pendant très longtemps, l'approche que nous avions adoptée, qui est républicaine, c'est-à-dire de parler, d'écrire aux responsables, de les sensibiliser, n'a pas donné de résultats escomptés et qu'il faut passer à une autre vitesse. C'est d'en parler publiquement, à travers les médias, pour que ça devienne l'affaire de tous les citoyens. Pour que tous les citoyens, nous puissions dire, mais indignons-nous, comment pouvons-nous avoir une constitution qui nous protège autant, mais certains de nôtres se retrouvent aujourd'hui privés de la jouissance de leurs droits. Exigeons carrément que cette situation cesse, parce qu'aujourd'hui, ça les concerne eux, demain, ça pourra être peut-être notre tour. Ne tolérons pas un système fondé sur la négation des droits humains. C'est très dangereux. Et parmi ce que nous faisons, nous pourrons relancer les discussions, les plaidoyers auprès des plus hautes autorités politico-administratives de notre pays, mais aussi judiciaires. Nous avons déjà, pour certains cas, encouragé et accompagné certains membres des familles, des personnes en détention arbitraire aujourd'hui, à déposer des plaintes. Nous allons les accompagner dans cette recherche de leurs droits, la recherche de la justice. Nous allons continuer à le faire et nous savons comment nous faisons cet accompagnement juridique et judiciaire. Mais nous allons aussi, nous n'allons pas exclure les plaidoyers auprès des organes, des traités, c'est-à-dire des mécanismes internationaux. Vous vous rappelez que pendant le régime passé, nous étions tout le temps taxés d'accuser, de dire du mal contre nos responsables, contre les acteurs de nos institutions, au lieu de les régler au niveau interne. Mais au moins là, nous prenons l'opinion à témoin pour dire voilà, nous nous livrons à cet exercice en disant réglons cette affaire au niveau de nos institutions. Nous allons dire aux institutions, vous êtes là pour ça, pour régler ces problèmes. Si vous ne le faites pas, la République démocratique du Congo a signé plusieurs accords dans lesquels elle a pris des engagements d'assurer la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens, de protéger les citoyens contre les arrestations et les détentions arbitraires. Ça, c'est la RDC. C'est un engagement au niveau international, au niveau des Nations Unies. Et si rien n'est fait, nous allons nous tourner vers ces organes. Nous allons nous tourner vers ces organes sans oublier les pays qui sont au devant de la scène dans la protection des droits des citoyens, mais dans la lutte contre l'impunité. Par rapport à cette question, rappelez-vous que jusqu'à ce jour, nous avons certains de nos compatriotes qui sont toujours sous sanction prises par certaines puissances étrangères.
ça ne nous fait pas plaisir d'avoir des compatriotes qui sont dans cette situation, limités dans leur mouvement de circulation, d'aller et de revenir, ou leur liberté d'accéder ou de faire des opérations financières. Mais au vu de l'ampleur des violations, nous étions à ce moment-là obligés de choisir d'autres approches. Et nous espérons que pour les cas qui nous concernent ici, comme nous en parlons, ceux qui sont directement concernés par les traitements des dossiers prendront des dispositions pour libérer ses compatriotes ou les transférer auprès des parquets pour qu'ils aient la possibilité d'organiser leur défense et que nous ne nous trouverons pas dans l'obligation de lancer une campagne au niveau international pour éventuellement obtenir aussi contre eux des sanctions ciblées. Nous ne le souhaitons pas, mais si les choses ne changent pas, je vous dis que nous n'aurons pas d'autre choix que de faire ça, parce que si au niveau interne, au niveau national, nous ne savons pas trouver des solutions par rapport à cette situation, nous allons nous reporter carrément auprès des mécanismes internationaux. Combien de personnes ont-elles été arrêtées? Je crois, apparemment, vous êtes arrivés en retard. Nous avons reçu beaucoup d'informations, beaucoup de cas. Nous avons traité, mais après leur filtrage, nous avons retenu 30 cas à ce jour, disséminés à travers tout le territoire national. Et les gros se retrouvent à Kinshasa, parmi lesquels nous vous avons cité ici les cas de 2 directeurs d'une société, d'une entreprise publique. Des directeurs arrêtés, détenus jusqu'à ce jour, arbitrairement, pour une affaire de gestion professionnelle de l'entreprise. Nous voudrons qu'on nous dise, c'est quelle loi qu'on les ramène? C'est quelle loi? Quid de votre silence, vous vous serez, je me serai tué pendant longtemps, et moi, et qu'aujourd'hui, on réagirait parce que on aurait subi ou essuyé des critiques de certaines familles politiques. Voilà. Je voudrais d'abord vous dire que nous, comme Justicia, ASBER, ACAGE et d'autres organisations, chaque organisation a développé en son sein des outils et des approches de travail. Nous travaillons, nous sommes des institutions, nous travaillons suivant une méthodologie. C'est comme ça que nous ne pouvons pas nous contenter aujourd'hui de recevoir une information dans les réseaux sociaux où on dit par exemple on a arrêté XY, on a tué XY, et puis nous disons ah voilà, c'est une information, et nous pondons un communiqué de presse, nous faisons une conférence de presse, nous vous appelons. Jamais. Nous ne le ferons jamais. Nos procédures, notre méthodologie nous impose aussi une discipline, une responsabilité. Parce que quand nous venons comme ça, nous parlons publiquement, nous sommes crus. Mais pour que nous puissions bénéficier davantage de cette confiance, nous ne pouvons livrer qu'une information qui aura fait l'objet d'un traitement rigoureux, vérification, contre-vérification. Et donc, dans les cas d'espèces, nous avons dû prendre effectivement un certain temps pour les vérifier. Mais pendant ce temps-là, je vous ai dit, nous avons écrit, nous ne commençons pas tout simplement par dénonciation, ça ne fait pas partie de notre méthodologie. Lorsque nous sommes saisis d'un cas de violation des droits de l'homme, la première chose, nous nous approchons de l'autorité qui est mise en cause. Nous pouvons soit lui envoyer un message, mais habituellement, nous faisons des courriers, des lettres. Nous donnons les faits et puis nous lui adressons des recommandations. Et ça, nous avons fait. Dans tous les cas ici, nous avons fait. Mais lorsque nous constatons qu'on ne prend pas ça en compte, nous pouvons passer à une autre vitesse
C'est faire une publication, par exemple, en utilisant les nouvelles technologies de communication. De temps en temps, vous voyez, nous faisons des tweets. C'est une manière aussi de pousser. En fait, nous exerçons une pression sur ces autorités-là en disant, nous vous en avons parlé, vous, individuellement, mais comme vous n'avez pas voulu traiter ça, nous en parlons maintenant publiquement parce que vous exercez les fonctions au nom du peuple congolais. Et ça, c'est important, chers compatriotes, vous devez le savoir. L'autorité n'est autorité que pour et au nom du peuple. Et ils sont nos serviteurs, ils sont serviteurs du peuple. Ils s'engagent dans leur serment de gérer nos affaires communes là, le maintien de l'ordre public là. C'est pour nous, le peuple, qu'ils posent ces actes. Et dans leur serment, ils s'engagent à ne le faire que conformément aux lois de la République. Ils ne peuvent pas le faire conformément à leurs propres caprices, leurs propres opinions. Non. Ils doivent constater que dit la Constitution en cette matière. Sommes-nous compétents de détenir quelqu'un jusqu'au-delà de 48 heures? Mais vous savez, nous avons déjà eu plusieurs échanges avec ces responsables. Vous savez ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que leur mode opératoire est censé ne pas obéir à la procédure que nous rappelons. Mais ça devient maintenant très très sérieux pour l'avenir de notre état de droit parce que si on laisse une partie des Congolais responsables de l'État réfléchir comme ça veut dire qu'ils divisent la République en deux. C'est-à-dire on a des Congolais d'en haut et des Congolais d'en bas. C'est-à-dire ceux qui sont en haut se considèrent être au-dessus des lois parce que les lois qui existent ne les lient pas. Ce sont nous et les autres là qui sommes considérés comme des Congolais d'en bas qui devons nous être liés à ces lois. De telle sorte qu'aujourd'hui, il suffit seulement d'insulter quelqu'un sur la voie publique, on porte plainte contre vous, ça va au parquet, on peut vous priver de votre liberté, on vous envoie à Makala. Combien sont-ils à Makala pour ce genre de choses? Mais comment expliquer que ceux qui mettent en danger les libertés des autres ne puissent pas le faire? Et puis entre nous, lorsque eux arrêtent, la loi leur reconnaît la qualité d'officier de police judiciaire. La finalité de leur travail, c'est de préparer le dossier et l'envoyer à l'officier du ministère public pour éventuellement aller soutenir l'accusation. Qui saisit le tribunal? C'est les magistrats du parquet. À ce moment-là, qui est censé être davantage outillé pour faire ce travail? C'est le magistrat parce que lui vérifie les fondements des faits et il a été formé pour ça. Les autres sont spécialisés dans les collectes des informations, sont spécialisés dans les enquêtes, mais ils ne doivent pas penser que le magistrat est moins outillé pour le faire, de sorte que, au-delà de 48 heures, ils peuvent décider de marcher sur le droit des personnes en détention au lieu de les transférer. Voilà, c'est ça le problème que nous soulevons. Nous disons, nous avons choisi un état de droit qui a ses exigences. Mais que faisons-nous face à ce genre de réalités dans notre société? Allons-nous nous taire, nous accommoder pour dire non, non, ils peuvent le faire alors que les lois ne les autorisent pas? Non. Donc, ne pensez pas que nous le faisons aujourd'hui parce qu'il y a eu quiconque qui nous a critiqué. Non. Nous agissons en âme et conscience quand nous savons que c'est le moment de le faire. Pourquoi demander leur libération au lieu
parce qu'il y a présomption, bien sûr, vous avez vous-même dit qu'il y a la présomption d'innocence. Ce n'est pas ce que nous avons demandé. Nous avons dit, demandons au gouvernement de les faire libérer ou de faire transférer au parquet. Mais vous savez, nous pouvons aussi demander les libérations sans condition. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a été déjà arrêté, détenu, privé de l'exercice de ses droits, vous allez l'envoyer auprès du magistrat, c'est en réalité pour le remettre en liberté, parce que sa détention antérieure était déjà irrégulière. Parce que les magistrats est là comme mécanisme juridique pour protéger les droits des citoyens. Donc, celui qui a été privé de manière arbitraire de ses droits doit être directement remis à liberté. C'est un combat que nous menons chaque jour aussi au niveau des parquets pour leur faire savoir que si vous voulez contribuer effectivement à cette consolidation de l'état de droit, lorsque vous recevez un dossier venant d'un OPJ, des services de sécurité soit-il, et que vous constatez que la personne est restée en détention, c'est-à-dire la garde à vue avait déjà expiré et qu'on ne vous l'a pas envoyé, ou qu'on n'a pas demandé l'autorisation de prolonger, vous le mettez immédiatement en liberté. C'est une manière de désapprouver l'acte de cet OPJ en lui disant la fois prochaine, si vous arrivez d'arrêter quelqu'un, observez les délais de la garde à vue de sorte qu'il puisse soit les libérer ou vous les transférer en respectant ces délais. Donc ça doit être un effort à nous tous, parce que la défense des droits de l'homme ne doit pas être entendue comme l'affaire tout simplement des ONG des droits de l'homme. C'est de tout le monde. Les magistrats sont d'abord les premiers qui ont l'obligation de le faire, parce qu'ils sont payés avec l'argent du contribuable congolais pour faire ce travail-là. Donc s'ils ne le font pas, vous et nous, médias, nous devons en parler pour dire, messieurs, mesdames, vous ne faites pas correctement votre travail. La redevabilité. Ne regardez pas seulement la redevabilité, ce qui est mal fait, la redevabilité vis-à-vis des institutions politiques. Mais déjà ça, même les services là, ont l'obligation de rendre compte. Et nous devons, vous et nous, les évaluer aussi. Et donc, nous demandons ça. Enfin, les commentaires sur le procès. Bon, je crois qu'il n'y a pas encore de procès, parce qu'il faut d'abord corriger. Hein? Il n'y a pas de procès, il y a des auditions qui sont tenues par le procureur général près la Cour de cassation en rapport avec les faits que lui-même a repris dans son réquisitoire qui a été adressé à l'Assemblée nationale. Donc on n'est pas encore à l'étape des procès. C'est une enquête, en réalité, qui est en cours. Et quel peut être mon commentaire? C'est de demander tout simplement à ce que le parquet général près la Cour de cassation prenne toutes les dispositions qui s'imposent pour assurer au député Jean-Marc Kabound l'exercice de ses droits lui garantis par la Constitution, les lois de la République, mais par les instruments juridiques internationaux des droits de l'homme que la RDC a ratifiés. Donc lui assurer, parce que c'est déjà là un début de ce qu'on appelle procès juste équitable. Ça veut tout simplement dire qu'il faut qu'il reçoive complètement la notification des faits pour lesquels il est interpellé, où il est auditionné, qu'il décide de lui-même de se défendre individuellement ou de se faire assister des avocats de son choix. Il ne faut pas qu'il y ait d'entrave pour lui dire non, vous ne pouvez pas être avec vos avocats. Si lui-même a choisi ça, et à chaque étape de la procédure, il faudrait que les magistrats l'informent de ces éventuelles décisions.
Parce que c'est ça qui manque aussi dans notre pays. Généralement, lui, avocat comme moi, comme maître Bocol, les choses auxquelles nous assistons, c'est quoi? Vous amenez quelqu'un, il est devant les magistrats, il est auditionné, et puis le magistrat instructeur vous dit, bon, vous êtes avec son avocat, il dit, bon, maître, je vais faire les rapports à ma hiérarchie, c'est-à-dire à son chef. Vous attendez. Vous restez là, vous attendez les rapports. Et puis, ce qui arrive généralement, soit vous voyez seulement les agents venir et on appelle votre client, on les conduit directement au cachet. Non, les choses ne doivent pas se faire comme ça. Les magistrats, vous avez fait les rapports à votre chef, procureur. Si vous avez décidé de mettre le monsieur qui a été auditionné sous mandat d'arrêt provisoire, vous revenez. Mais puisque pour le respect que vous devez vis-à-vis de l'avocat ou des avocats qui l'assistent, vous dites maître en présence de son client, nous venons d'examiner au vu de l'audition et la position du parquet, c'est que pour telle raison, nous plaçons votre client sous le régime des mandats d'arrêt provisoire. Ils sont informés. Ça fait partie de la notification. Ces jeux-là, de faire attendre quelqu'un dans une salle d'audience ou salle d'attente, et puis du coup, jusqu'à 19h, on voit seulement des policiers venir, les prendre, les mettre, non. Ou des fois, on les fait même à l'insu des avocats. On doit les dire, parce qu'à partir de cet instant-là, les concernés peuvent prendre des dispositions avec ses avocats. Pour dire, OK, maître, vous allez informer X et Y, et il doit savoir l'endroit où il va être détenu. On doit l'écrire. Le magistrat doit dire, on va vous détenir, soit on va vous amener à Makala. Ça fait quoi? Vous dites. Ça fait partie des droits de la défense. Informer quelqu'un. Mais pas ces jeux-là, comme par exemple des arrestations du genre enlèvement. Mais pourquoi vous enlevez quelqu'un? Émettez les titres, convocation, envoyez, si la personne ne répond pas à une convocation, 1, 2 fois, 3 fois, vous voyez les procureurs, vous soumettez les rapports, le procureur va établir pour vous un mandat d'amener. Et puis les agents vont aller l'arrêter, même quand ils vont l'arrêter, ils lui présentent les mandats. Monsieur, nous vous arrêtons conformément au mandat ici que le procureur a signé. À partir de cet instant, vous venez avec nous, on va directement jusqu'au parquet à tel endroit. S'il n'est pas chez lui, vous lui dites, vous avez le droit d'informer les membres de votre famille et d'appeler votre avocat pour nous suivre au parquet. Et même le magistrat, avant d'entendre quelqu'un, doit lui dire, lui répéter la même chose. Monsieur, je vais vous entendre, mais la Constitution vous reconnaît le droit d'appeler votre avocat, d'informer les membres de votre famille. Qu'est-ce que vous avez besoin d'un petit temps? Oui, j'ai besoin d'un petit temps pour appeler mon avocat. C'est tout ce que nous voulons. Il faut humaniser la justice à tous les niveaux. Parce que ce qui est fait, ce n'est pas humain. Quelqu'un, vous le trouvez, comme le cas de Jimmy là, il est sur la route, il vient de descendre, et puis lui seul, directement, il voit des gens qui les brutalisent, ils les prennent, ils l'engouffrent dans un véhicule, une destination inconnue, c'est tout le monde maintenant qui est alerté, on ne sait pas là où il est, il faut attendre 2-3 jours pour être informé. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça l'état des droits que nous, le peuple congolais, nous avons décidé de construire au cœur de l'Afrique. C'est un état dans lequel, messieurs, mesdames, vous êtes de n'importe quel service, vous avez n'importe quel pouvoir, mais vous devez savoir que dans le cadre de l'exercice de vos pouvoirs, vous êtes aussi soumis au devoir. Et vous devez l'accomplir. Voilà.